Au sommaire de cette édition, Adoration matinale, c'est le programme mensuel de prière et de délivrance initié par le frère Gérard Souli. Au Burkina Faso, prestation de serment d'Abdallah Boureima. En République démocratique du Congo, à Lusanga, les habitants vivent dans la nostalgie d'un pays glorieux avec Unilever. À l'international, Sergei Lavrov à la Maison Blanche. Terminons sport baseball, Gif Ngweb, premier joueur africain dans la Ligue majeure. Bienvenue à tous, vous suivez le journal de Béni TV. Débutons avec l'actualité religieuse en Côte d'Ivoire. Adoration matinale est le programme mensuel de prière et de délivrance initié par le frère Gérard Souli. Sa dernière édition s'est tenue le 29 avril 2017 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan et a été marquée par la dédicace de l'album du chantre Paul Chérubin. Adoration matinale, c'est le grand temps d'adoration et d'écoute qui a été organisé par le berger Gérard Souli à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Cet événement a été arrosé de louanges et de danse. Bien plus, ce temps d'adoration a été gravé en lettres d'or du fait de la dédicace du premier album du chantre Paul Chérubin intitulé Révélation. Après la prière de consécration du dit album, la cérémonie de dédicace commence avec un geste symbolique de la part du chantre qui distribue aux malades 12 CD représentant les 12 disciples et 12 tribus d'Israël. Les 12 disciples qui marquent les 12 tribus d'Israël, je voulais les partager, faire une offrande. Commencer d'abord par les malades, donner à quelques malades des CD afin que les paroles qui sont dans ce cantique les touchent. La révélation qui se propage sur leur vie afin que la gloire de Dieu se manifeste. Enfin, le peuple de Dieu peut se délecter de sublimes sonorités allant d'un rythme langoureux à un rythme typiquement zouglou. L'adoration matinale, glorieux moment de communion avec Dieu, a refermé ses portes dans une grande effervescence. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine adoration matinale, le 20 mai 2017. La mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan a organisé le vendredi 28 avril 2017 une veillée de prière, de délivrance et d'évangélisation à Bingerville. Cette veillée qui avait pour but de gagner des âmes à Christ a été marquée par de nombreuses guérisons. Suivons cet élément. Il ne se passe plus une semaine sans que la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan n'investisse une localité ivoirienne pour arracher les âmes au royaume des ténèbres. Ce fut encore le cas le vendredi 28 avril 2017 au cours d'une veillée de prière, de délivrance et d'évangélisation à Bingerville, quartier Berlin. Le peuple de Dieu qui a fait nombreux le déplacement a loué l'Éternel sous la conduite de chantres invités. Comme à l'accoutumée, la servante de Dieu a présenté Jésus-Christ, le Sauveur du monde, comme la solution parfaite aux maux du siècle présent. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Si la sorcellerie se manifeste, c'est qu'il y a la grâce de Dieu ici. C'est qu'il y a un enfant béni de Dieu ici. C'est qu'il y a une femme bénie de Dieu ici. L'homme rempli de la puissance du Saint-Esprit. Quand il sent ce cantique-là, les démons reculent, les sorciers reculent, les marabouts reculent, les féticheurs reculent. À cet appel, des dizaines de personnes ont répondu et décidé d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Il s'en est suivi des révélations pointilleuses, des délivrances et des guérisons, le tout dans l'effusion du Saint-Esprit. La puissance de Dieu commence à inonder sa vie. Je vous dis, il ne pourra plus s'arrêter. C'est la richesse qui a commencé comme ça. C'est la richesse qui a commencé comme ça. Attrapez-le. C'est la richesse qui a commencé comme ça. J'ai dit, faites attention. Ce soir, la
témoignage. Elle va rendre témoignage. Dieu me dit, elle a prié la Dieu Seigneur. À cause de moi, il faut sauver ma famille. À cause de la sorcellerie. Dieu me dit, les gens meurent dans sa famille de manière spectaculaire. Elle ne comprend pas, il y a un esprit de mort. Chaque fois, il y a quelqu'un qui meurt. Elle a parlé à Dieu. Dieu me dit, il a entendu ta prière. Je vous dis, la puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Merci Saint-Esprit. Tu la libères par la puissance de Saint-Esprit. Touche maintenant même au nom de Jésus. La bénédiction qui vient de À la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan, la grande commission, celle d'aller gagner le monde entier à Jésus-Christ, s'applique au quotidien et sans relâche. Faisons tour en Afrique. Le Nigérien Abdallah Bourehima est le nouveau président de la commission de l'UEMOA. Il a été choisi à l'unanimité le 10 avril 2017 par la conférence des chefs d'État de l'UEMOA et a prêté serment le mardi 9 mai 2017. Choisi à l'unanimité le 10 avril 2017 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour conduire la destinée de l'Union économique monétaire ouest-africaine, Abdallah Bourehima a prêté serment le mardi 9 mai 2017. Devant la Cour commune de justice de l'institution basée à Ouagadougou, il s'est engagé à poursuivre le procès d'intégration après une accalmie qui a duré plusieurs mois. C'est toujours excitant d'avoir un devoir de service public au profit des concitoyens de l'Union. Et comme l'a rappelé l'avocat général, c'est une mission qu'on doit exercer dans la loyauté, la transparence et la redevabilité. Notre union avait été traversée ces derniers temps par beaucoup de problèmes, mais Dieu faisant bien les choses, les chefs d'État ont pris l'excellente décision de nommer une nouvelle commission. 7 autres membres de la commission ont, à l'instar du président entrant, prêté serment. Ce sont les commissaires Jonas Bian au titre de la République du Bénin, Paul Kofi Kofi de la République de Côte d'Ivoire, Ibrahim Diémé de Guinée-Bissau, Philippe Bouaré Sissoko au titre de la République du Mali et Sauvé Barcola de la République togolaise, Mamadou Maktar Diagne du Sénégal et Filiga Michel Sawadogo au titre du Burkina Faso. Moi, est un peu à la croisée des chemins et doit pouvoir vraiment confirmer son apport positif au développement économique et social au profit des populations des 8 pays membres. Et nous sommes tous décidés à donner le meilleur de nous-mêmes pour que les objectifs fixés par les chefs d'État puissent être atteints. Un serment qui va au-delà d'une simple formalité, a rappelé la présidente de la Cour, Joséphine Touré, en ce qu'il leur engage désormais à une posture claire non seulement au sein de l'organe, mais encore vis-à-vis des 8 États membres de l'Union. Rappelons que Abdallah Bourehima remplace au poste de président de l'organe le Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré, nommé en 2011 par la conférence des chefs d'État. En Afrique du Sud, Dlamini Zuma a appelé les membres du Congrès national africain à l'union au sein du parti historique. C'était à l'occasion d'une conférence qu'elle animait à Ixopo, au sud du KwaZulu-Natal. Nkosazana Dlamini Zuma a exhorté les membres du Congrès national africain à s'unir plutôt que de s'adonner à des querelles intestines au sein du parti. C'était en marge d'une conférence qui se tenait mardi à Ixopo au sud du KwaZulu-Natal. L'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine a demandé aux membres de l'ANC de mettre fin aux dissensions. Factions don't help anyone. Les factions n'aident personne. Elles sont seulement source de division et de méchanceté. C'est pourquoi elles doivent cesser. Cela ne veut pas dire que la démocratie doit cesser avec elles. Doesn't mean democracy must stop, but factions
must stop. Depuis plusieurs mois, des divisions ont été notées au sein du parti au pouvoir, dirigé par le président Jacob Zuma. Nkosazana Dlamini Zuma a ainsi demandé à ce que l'Alliance soit le maître mot des membres de l'ANC, rappelant que seule l'union peut leur permettre de contribuer au redressement de l'économie sud-africaine. Nous ne pouvons pas nous unir parce qu'il y a un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord et 5 points sur lesquels nous sommes en phase. Unissons-nous sur les 5 points où l'on s'accorde et discutons du point sur lequel nous sommes en désaccord. Et éventuellement, nous trouverons un compromis. Les divisions notées au sein de l'ANC ont essentiellement débuté en 2016 lors de la campagne électorale précédant les élections municipales, une période marquée par l'assassinat de responsables et de militants du parti présidentiel. Des émeutes s'en sont suivies et ont fait 5 morts et 200 personnes arrêtées par la police. La société sud-africaine de production et de distribution d'électricité Eskom menace de réduire l'approvisionnement en électricité au Zimbabwe. Eskom exige le règlement d'une dette de près de 9 millions de dollars. La société sud-africaine de production et de distribution d'électricité Eskom menace de réduire l'approvisionnement en électricité au Zimbabwe d'ici la fin de ce mois, si le pays ne parvient pas à régler ses impayés d'un montant de près de 9 millions de dollars. The Herald, le journal à capitaux publics du Zimbabwe, cite une lettre du président directeur général d'Eskom, Matsela Koko, avertissant la société d'énergie zimbabwéenne CISA qu'aucune nouvelle clémence et qu'aucun accommodement ne serait fait si les aérés n'étaient pas payés. Eskom fournit environ 300 MW de puissance chaque jour au Zimbabwe, un chiffre qui représente plus du quart de la consommation quotidienne du pays. La mise en garde d'Eskom fait émerger de nouvelles craintes d'un épuisement des ressources énergétiques. Une perspective qui risque d'avoir un impact négatif sur les entreprises et le secteur agricole. Le directeur général de la CESA, Josh Chifomba, a rassuré que les choses sont sous contrôle, ce qui indique que la société bénéficie du soutien de la Banque de réserve du Zimbabwe et d'autres clients. Selon lui, l'entreprise est confiante quant à une solution rapide et à temps du problème pour éviter les perturbations en matière de fourniture d'énergie électrique. En République démocratique du Congo, les habitants de la ville de Luxanga vivent dans la nostalgie d'un pays glorieux. Il y a quelques années, les habitants de cette ville vivaient un boom économique soutenu par les activités d'une huilerie. Village envahi par des hautes herbes, bureaux abandonnés, usines en ruine. C'est le visage que présente la cité de Luzanga, l'ex-Leverville en République démocratique du Congo. Des souvenirs douloureux, des travaux forcés et des brimades, mais aussi la nostalgie d'une prospérité perdue s'entrechoque dans cet ancien foyer de l'empire disparu de la multinationale anglo-néerlandaise. Le blanc était fort. Il imposait au chef du village de lui donner de la main-d'œuvre. Certains d'entre eux ne savaient pas couper les noix. On mettait alors le feu à la souche de l'arbre pour le pousser à grimper sur le palmier. Au même moment, un policier te menaçait avec un fouet en bambou. Ceux qui réussissaient obtenaient une carte de coupeur de noix de palme. Située à environ 570 km à l'est de Kinshasa, la cité est apparue en 1911 dans ce qui était alors le Congo belge, regorgeant d'immenses concessions de forêts de palmiers sauvages. Elles appartenaient à l'entrepreneur anglais William Lever, dont la société Lever Brothers donnera naissance moins de 2 décennies plus tard à Unilever, aujourd'hui mastodonte international de l'industrie agroalimentaire et cosmétique. En tout cas, l'usine, c'est avec l'usine que ce village pouvait vivre. Donc, il y avait beaucoup de travailleurs qui étaient engagés, les écoles étaient entretenues, les hôpitaux, tout ça. Avec la chute du système huilier et les guerres ayant ravagé le pays entre 1996 et 2003, Unilever se désengage progressivement et cède l'intégralité de ses actifs restants dans le pays en 2009. La population est restée dans la pauvreté, dans la misère la plus totale, parce qu'il n'y avait plus d'activité. Vous vous rappelez, à cette époque, il y avait même des cantines où les gens partaient du dépôt pour s'acheter de quoi manger. Dans cette localité d'environ 15 000 habitants, aujourd'hui dépourvue de la moindre infrastructure, sans électricité ni eau potable, il reste encore de l'espoir d'un miracle de relance des activités par un énième repreneur.
Revenons en Côte d'Ivoire, le prix du carburant essence super a subi une hausse. Le litre est passé de 570 francs à 593 francs CFA. Cette augmentation a surpris les automobilistes ivoiriens, même si le prix du gasoil, le carburant le plus utilisé, lui, reste inchangé. Surprise pour les automobilistes ivoiriens. L'essence super a connu une hausse de 23 francs CFA le 8 mai. Le litre passe de 570 francs CFA à 593 francs CFA. C'est le résultat du mécanisme automatique d'ajustement des prix utilisé par le gouvernement pour fixer le prix du carburant en Côte d'Ivoire. Les prix à la pompe sont le résultat des variations du prix international du baril de pétrole. Le prix du super n'avait pas changé depuis la baisse de 5 francs CFA en 2016. Mais carburant augmenté, ça ne change rien, c'est toujours les mêmes parce que si Dieu a les activités, on est obligé de faire avec. Alors, on ne peut pas faire autrement. On payait 570 francs, maintenant on passe à 593. C'est beaucoup. Mais bon, on n'a pas le choix. 525 c'était bon. Quand ça augmente, il n'y a pas d'argent plus encore. C'est le peuple qui souffre. Déjà, la vie est un peu dure. S'il faut encore augmenter l'essence, ça va un peu nous déranger, quoi. Le prix du gasoil, carburant le plus utilisé en Côte d'Ivoire, est resté inchangé à 570 francs CFA. Son augmentation aurait eu un impact plus important sur la population parce que les transporteurs auraient répercuté la hausse sur les consommateurs et les marchandises transportées. S'il y a une augmentation qui est vraiment importante, on essaie de voir avec nos clients pour majorer. Bon, si elle n'est pas aussi importante, mais nous on supporte parce que quand il y a baisse, que c'est pas trop important, effectivement aussi il n'y a pas baisse de prix. Donc on essaie d'apprécier en fonction donc de l'impact effectivement du pourcentage. Les ventes de gasoil en Côte d'Ivoire sont nettement plus importantes que celles de l'essence super. Les ventes de carburant constituent une importante source de revenus pour l'État. En 2014, les taxes sur les produits pétroliers ont rapporté 118,7 milliards de francs CFA. À l'international, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est en visite aux États-Unis. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, Donald Trump a exhorté la Russie à une solution au conflit en Syrie. Sergueï Lavrov à la Maison-Blanche, une première alors que les relations entre la Russie et les États-Unis n'en finissent plus de se tendre. Pas d'images filmées, seulement des photos et un communiqué de la présidence expliquant que Donald Trump a exhorté la Russie à contenir ses alliés en Syrie pour trouver une solution au conflit. De son côté, Sergueï Lavrov a estimé qu'il y avait du mieux dans la relation avec Washington. Actuellement, notre dialogue est exempt de l'idéologie qui était caractéristique de l'administration Obama. L'administration de Donald Trump, le président lui-même et le secrétaire d'État sont des personnes d'action, comme cela m'a été prouvé une fois encore aujourd'hui. Ils veulent trouver un accord pour résoudre les problèmes concrets. Le ministre russe a aussi rencontré son homologue américain Rex Tillerson, avec qui il a évoqué la Syrie, mais aussi la lutte contre l'État islamique et l'Ukraine, autant de sujets qui divisent, mais les deux puissances misent désormais sur le pragmatisme pour repartir du bon pied. Une motion de censure a été votée par le Parlement du Kosovo, entraînant la chute du gouvernement après un désaccord entre les partis de la coalition au pouvoir. Des élections anticipées auront lieu dans les 45 jours. Le Kosovo n'a plus de gouvernement. Une motion de censure votée au Parlement l'a fait chuter et des élections anticipées devront avoir lieu dans les 45 jours. En cause, un désaccord entre la LDK du Premier ministre Isa Mustafa et le PDK du président Hashim Thaçi sur la question de la démarcation de la frontière avec le Monténégro. Le parti du président a lâché son partenaire de coalition, précipitant la chute du gouvernement. Le gouvernement est tombé, mais nous n'avons pas d'autre alternative. Nous avons deux choix, la LDK et le PDK. Ce sera la même chose. Je ne vois rien d'autre. Et pourtant, nous allons revoter. Ça devient une farce. J'espère qu'une nouvelle génération va arriver au pouvoir, dit cette femme. Nous en avons assez des partis existants. Mon espoir, ce sont les nouveaux partis. Si les Kosovars sont désabusés, c'est que la crise politique dure depuis plus d'un an. Un accord sur le tracé de la frontière avec le Monténégro est pourtant nécessaire. C'est une condition imposée par l'Union européenne pour dispenser de visa les Kosovars.
La justice européenne a pris position pour les mères non européennes d'enfants nés sur le sol européen. L'instance a statué hier en faveur d'une mère vénézuélienne. La justice européenne défend le bien-être des enfants de l'Union au risque de se mettre certains des États membres à dos. L'instance a statué hier en faveur d'une mère vénézuélienne dont l'enfant est né sur le sol européen d'un père néerlandais. Entrée comme touriste aux Pays-Bas, elle s'est vue refuser l'attribution d'un titre de séjour et d'allocation familiale. Une privation de droit illégale selon la Cour européenne de justice qui privilégie le bien-être de l'enfant, d'autant plus que cette vénézuélienne, séparée de son conjoint, est la seule en charge de l'enfant, un mineur européen à qui la justice communautaire donne la priorité. En Russie, les autorités envisagent de démolir des vieux bâtiments des années 50 dans le cadre d'un plan d'urbanisation. Cette opération va entraîner le relogement de plusieurs centaines de milliers de moscovites, comme c'est le cas pour Valeria Leseiva et son mari. Voici à quoi pourrait ressembler Moscou dans quelques mois. Un vaste chantier de démolition. La cible, les immeubles de 3 et 4 étages datant des années 50 et 60. La ville souhaite en raser plus de 4500 et reloger des centaines de milliers de moscovites dans des logements modernes. Député du parti au pouvoir, Piotr Tolstoï est l'un des rédacteurs du projet de loi qui vise à autoriser ce chantier extraordinaire. C'est un pas historique. Il n'y a pas eu de telles modifications à grande échelle à Moscou depuis probablement les années 50. Ils sont obsolètes. Il est impossible de les réparer, de les rénover ou de les reconstruire. Les gens y vivent vraiment dans des conditions horribles. Valeria a acheté cet appartement il y a moins d'un an. 2 chambres et 79 mètres carrés dans un immeuble datant de 1957, aujourd'hui encore en très bon état. La réalisation d'un vieux rêve pour cette jeune femme. Aujourd'hui, comme de nombreux autres propriétaires, elle se dit impuissante et incrédule face aux promesses de relogement de la mairie. J'ai l'impression que l'opinion des propriétaires n'est absolument pas prise en compte. L'attitude des autorités envers la population est injuste. Ils prennent ton logement et c'est tout. Tu n'as droit à rien. Ce quartier dans le nord de Moscou, c'est Zoya, aujourd'hui 80 ans, qui l'a en partie dessiné dans les années 60. À l'époque, l'objectif était d'offrir un logement individuel à de nombreux moscovites vivant dans des appartements communautaires sans aucune intimité. Nous avons élaboré un projet d'une ville idéale, d'une ville communiste. Et nous avons pris en compte, dans l'élaboration du projet de cette ville idéale, sa taille et le nombre de personnes qui devraient y vivre, afin que tout le monde puisse y vivre confortablement. Aujourd'hui, la mairie prévoit la construction de 35 millions de mètres carrés de nouveaux logements, la plupart dans des grands ensembles dépassant très largement les 4 étages. Les habitants de l'État de la Rhénanie du Nord voteront ce week-end pour renouveler leur parlement régional. Dans cet État, comme dans le reste de l'Allemagne, des milliers de travailleurs pauvres se battent pour boucler leur fin de mois suivant. Elle travaille depuis 36 ans, dont 30 ans ici, dans cet hôpital de la ville de Borum. Déléguée syndicale et agent d'entretien, Petra Fogel, 60 ans, gagne 1150 € net par mois en travaillant 8 heures par jour. Les fins de mois sont difficiles, alors quand on lui parle des élections régionales de ce week-end, Petra est amère. J'ai le sentiment de m'être fait avoir car ça fait des années que je travaille. J'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux à force de monter des étages. Être traité de cette manière dans l'un des pays les plus riches du monde, pas seulement d'Europe, je trouve ça incroyable. Une fois les factures et le loyer payés, Petra n'a plus que 350 € pour vivre. Et dans 5 ans, quand elle sera à la retraite, elle touchera au mieux 665 € par mois. Elle espère donc être encore en forme pour continuer à travailler.
Ça me fait peur d'être à la retraite dans 5 ans. Je préfère même ne pas y penser. Cette peur de l'avenir, des milliers d'Allemands la partagent. Les réformes du marché du travail que l'ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder a conduites dans les années 2000 ont certes fait baisser le chômage, mais ont aussi poussé les travailleurs vers des emplois très précaires. À Bochum, Anton aide chômeurs et travailleurs à bénéficier des aides sociales. Pour lui, le système doit être complètement transformé. La répartition de la richesse se déplace en direction de ceux qui ont beaucoup d'argent. Quand on travaille autant, on devrait pouvoir vivre de son emploi. Aujourd'hui, il aide ce chauffeur de taxi de 54 ans dans ses démarches administratives. Je gagne 1135 € par mois et ça ne suffit absolument pas pour vivre. Comment ça le pourrait? Il faut payer le loyer, la nourriture, l'habillement. C'est injuste. 17,5% de la population de Rhénanie du Nord-Westphalie vivait sous le seuil de pauvreté en 2015. La question de la justice sociale est donc au cœur de la campagne électorale régionale et s'invitera très certainement dans celle des élections législatives de septembre. Terminons ce journal avec un mot de sport. Le Sud-Africain Guy Ngwep est rentré dans l'histoire du baseball mondial. Il est devenu le premier Africain né sur le continent à atteindre la Ligue majeure nord-américaine. Découvrons ensemble cet athlète. Le Sud-Africain Gift Ngwep est rentré dans l'histoire du baseball mondial. Il est devenu le premier Africain né sur le continent à atteindre la Ligue majeure nord-américaine. Considéré comme l'un des meilleurs espoirs défensifs, ce joueur d'avant-champ âgé de 27 ans a rejoint la formation des Pirates de Pittsburgh, avec qui il a disputé mercredi un match contre les Chicago Cubs, avec à la clé une victoire. C'est en 2008 que Gift Ngwep a été repéré par ce club alors qu'il évoluait à l'Académie européenne de la MLB en Italie. Né à Petersburg en Afrique du Sud, Ngwep a paraphé son premier contrat avec les Pirates en 2008. Il a ensuite évolué à la Ligue mineure avant de réaliser son rêve, atteindre la prestigieuse Ligue majeure. C'est ici que nous refermons ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Excellente suite de programmes sur The Blessing Channel.